Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org. Bonjour à tous chers auditeurs, merci d'être fidèles à l'émission Altistoria, cette émission qui met en lumière, qui met en valeur le patrimoine local et plus particulièrement l'histoire locale de Haute-Loire. Alors vous le savez, puisque vous nous êtes fidèles chaque semaine, notre territoire est extrêmement riche d'une histoire parfois méconnue et cette émission ose avec modestie remettre au goût du jour certains pans de l'histoire de Haute-Loire qui sont parfois oubliés. Alors au fil des siècles, notre société de Haute-Loire s'est construite avec les régimes politiques, les religions, les traditions, les us et coutumes d'antan, mais aussi l'art. Oui, depuis des siècles, notre territoire inspire peintres et auteurs, et il inspire aussi désormais les producteurs de cinéma. Depuis peu, chers auditeurs, le village d'Arlande est convoité pour un film historique sur l'histoire de la vie de Françoise de Brézé, fille de Diane de Poitiers. Pour vous emmener avec moi le temps d'une chronique afin de comprendre comment le village d'Arlande inspire le cinéma, arrive à attirer les créations cinématographiques, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Titouan Monnier et Marina Golenko, co-créateurs de la société de production cinématographique L'Abri Studio, producteurs de ce film en question. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et merci à vous. Vous venez tout juste d'achever vos études au Cours Florent, qui est une école de théâtre sur Paris. Vous êtes passionné de cinéma et sûrement d'histoire locale également. Oui. Passionné de théâtre depuis votre plus jeune âge. Alors, tout d'abord, une première question, la question la plus évidente. Pourquoi avoir choisi la Haute-Loire et puis pourquoi particulièrement le village d'Arlande pour votre film ? Alors, la Haute-Loire, alors moi il faut savoir que je suis un enfant du pays, entre guillemets. J'ai vécu à Saint-Paul-de-Tartas toute mon enfance, donc ça fait plus de 20 ans maintenant, j'ai 23 ans. Et du coup, en fait, j'ai toujours côtoyé le village d'Arlande, le village de Pradelles, enfin, en fait, toute la Haute-Loire. J'ai fait mes études j'ai passé mon bac à Simone-Veil au Puy, donc en fait, moi, après, je suis très attaché à ma région, à l'histoire des châteaux d'ici. Donc, ça me semblait évident de revenir un peu aux sources pour pouvoir développer ce que j'ai appris ailleurs, pour pouvoir le transiter avec la région d'ici. Et vous, Marina ? Du coup, moi, à l'inverse, je ne suis pas une enfant de la région. Avec Titouan, on s'est rencontrés du coup au Cours Florent à Bordeaux, c'était... Du coup, j'ai été amenée plusieurs fois à venir dans la région. Ça va faire maintenant 3 ans. D'ailleurs, aussi avec Titouan, on avait tourné un moyen-métrage au nom de Brave, où on avait tourné quelques images ici, dans la région, en Haute-Loire. Ouais. Donc voilà, je commence moi aussi de plus en plus à bien connaître la région. Et c'est une région qui me plaît, qui est riche en histoire également. Donc voilà, ouais. Je me suis lancée moi aussi. J'ai transmis l'amour des petits patelins de Haute-Loire. Alors justement, quand on parle patelin de Haute-Loire, le village d'Arlande, comment est-ce que vous le décririez, ce village ? Très joli, très très joli. Ça me fait un petit peu penser à un village de hobbits, avec ses petites maisons de campagne en pierre, leurs petites chaumières, le jardin super bien entretenu. Et surtout, le point fort quand même, c'est le château d'Arlande. C'est vrai qu'il est très... Le village d'Arlande, c'est un peu comme même d'autres plein de villages, genre le village de Pradelles ou quoi. C'est des rues très... en fait, c'est très atypique. Oui. Enfin, on se raconte tout de suite des histoires. Moi, je sais que quand je suis dans comme tu disais, le village d'Hobbit, moi, quand je suis dans les rues du petit village d'Arlande ou même d'autres villages d'ici, je sais pas, j'ai envie de raconter des histoires. En plus, c'est blindé d'histoires ici, entre la bête du Gévaudan, tout ça. Enfin, il y a tellement de choses à faire que forcément l'esprit se repose pas. C'est vrai que c'est blindé d'histoires et c'est pour ça que cette émission a tout son sens d'ailleurs. Parce qu'avant, il n'en existait pas, il n'y avait pas vraiment d'émission en fait sur l'histoire locale. Et on s'est rendu compte en faisant des petits pilotes qu'il y avait plein de gens qui nous appelaient, qui voulaient parler de choses, etc. Et qu'en fait, il y a plein de petites histoires de Haute-Loire qui sont parfois méconnues. Donc, la bête du Gévaudan, c'est assez connu nationalement. Oui, c'est... Ouais. Alors, venons-en au film. Vous l'intitulez simplement Arlande, c'est ça ? Alors, pour le moment... Ouais. Pour le moment, on l'appelle Arlande. On réfléchit à un sous-titre, quand même, pour que ce soit peut-être plus vendeur pour des gens, pour qu'ils s'expatrient plus facilement, on va dire.
Donc titre plus slogan, c'est ça? Sans doute, ouais, On sait avec pas un petit trop, on sous-titre. réfléchit On est en encore, train de ouais. voir. On n'est pas tout seul à voir ça, mais on essaie de réfléchir à. Ouais. Surtout trop. que Harland, à l'écriture, ça peut vite porter à confusion. On peut l'appeler Harlandes. Ouais, des Donc, gens qui connaissent pas. c'est Voilà, vrai. les gens qui connaissent pas, voilà. Donc à voir. On Mais ça peut réfléchit. attiser la curiosité aussi, donc c'est pas forcément idiot non plus de le garder. S'il fallait pitcher votre film, alors un pitch, je rappelle pour les auditeurs, c'est un discours très bref de quelques minutes qui consiste à vendre en quelque sorte son projet, son histoire. Alors s'il fallait pitcher Harland, Alors, en gros, donc c'est une fiction historique où on va raconter la prise de Harland, donc qui est le premier château de la Loire, au début des guerres de religion. Nous, notre film, il se passe en 1541, la majeure partie de l'histoire. Et donc, c'est au tout début de l'arrivée des protestants en France. C'est encore un phénomène méconnu, parce que la mouvance était majoritaire catholique à l'époque. Et du coup, il y a un mélange de trois histoires en fait, entre la prise du château, les guerres entre protestants et catholiques. C'est aussi en pleine guerre d'Italie, donc entre François Ier et Charles Quint. Et il y a aussi ce côté sur la fille de Diane de Poitiers, puisque Harland était propriété des Poitiers valentinois. Et donc on raconte également la vie de Françoise de Brézé, qui a été, sans trop en dire, qui arrive sur les lieux pour gérer ce qui se passe avec les protestants qui essayent de s'emparer de cette première forteresse de la Loire, quoi. vous anticipez un peu sur ma question à venir, mais c'est très bien. J'avais envie de vous demander si c'était une uchronie ou un film historique. Une uchronie, on rappelle pour nos auditeurs, c'est une histoire qui est tirée de l'histoire vraie, mais qui devient une fiction pour les besoins de la narration et de l'histoire qui est racontée. Oui, c'est complètement une uchronie. Voilà, c'est une uchronie. C'est-à-dire qu'en fait, on a pris plusieurs personnages qui ont vraiment existé, et pour beaucoup qui ont un gros lien avec la région. Et ensuite, on a mélangé quand même pour des besoins du scénario, pour que ça colle mieux à l'histoire, pour que ce soit plus vendeur et plus intéressant à l'écran. On a mélangé les dates, on a un peu mélangé des personnages qui ont en soi, dans la vraie vie, qui ont plus d'écart d'âge que ce qui laisse paraître dans le film. On s'est un peu arrangé avec l'histoire, donc on l'assume complètement. C'est une fiction historique, mais on se base quand même. Les personnages, les noms sont réels, quoi. Mais on en a fait un peu ce qu'on voulait. On a un peu tout mélangé. Dans le respect. Ouais. D'accord. Bien sûr. Est-ce qu'on est sûr que Diane de Poitiers ait vécu à Harland? Parce que c'est quelque chose qui se dit aussi localement, en tradition orale. Ouais. Par contre, il y a des historiens qui ne sont pas vraiment certains qu'elle ait vécu, qu'elle soit même venue un jour en Haute-Loire. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'on est sûr, est-ce qu'il y a des preuves réelles comme quoi elle est venue ici? Alors, ils disent que du moins elle est passée, qu'elle ait vécu, non, mais elle est passée à Harland. Du moins, il y avait aussi ses appartements dans le château d'Harland. Ah, ouais. En fait, là où ils ont l'air de s'accorder à dire, c'est qu'il y avait ces appartements, en tout cas. Après, est-ce qu'ils ont été faits dans le cas où elle viendrait? Est-ce qu'elle y est vraiment venue ou pas? On ne sait pas trop. En tout cas, il y avait de quoi l'accueillir, quoi, dans cette forteresse-là. C'était un domaine qui appartenait à sa famille, donc elle était propriétaire des lieux. C'est ça, à partir de, je crois, 1429, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et avant, c'était la famille de Montlore. Voilà. D'accord. Et ensuite, par mariage, c'est devenu... c'est entré dans les mains des Poitiers, quoi. D'accord. C'est pas un cadeau qu'on lui a fait, comme on pourrait le penser, d'Henri II, non, c'était... Voilà. D'où la probabilité qu'elle soit quand même venue si c'était chez elle, même si elle devait avoir peut-être des centaines de domaines, non, à l'époque. C'est ça, ouais. Oui. Si elle est venue, je pense, après là, c'est du domaine de... je suis pas historien, mais je pense pas qu'elle soit restée trop longtemps non plus, parce que, voilà, mais oui, c'est fort probable. Donc, Dans ce film, vous traitez pleinement du conflit entre les protestants et les catholiques, donc au XVIe siècle. Dernièrement, on a Florence Roche, une enseignante d'histoire-géographie, qui est venue nous parler pendant toute une émission sur ce conflit précis-là en Haute-Loire, au XVIe siècle, qui a fait ravage entre l'ouest et l'est de la Haute-Loire à l'époque. Vous, votre leader protestant dans le film, il s'appelle Antoine de Champdenat. Il a existé ou vous l'avez purement inventé? Il a existé, ouais. Il a vraiment existé. C'était donc son surnom, c'était Antoine de la Garde de Chambonas. On l'appelait le cadet de Chambonas. Et donc ce personnage a vraiment existé. Encore une fois, on a pris des libertés sur les dates. Voilà. Nous, le film se passe en 1541.
il était déjà né à cette époque-là, mais il n'avait pas encore l'importance qu'on lui donne dans le film, qui est venu après. Mais oui, il a bien existé. Ouais. Il a vécu en Haute-Loire. C'est ça ? Il a vécu en Haute-Loire, il a ravagé beaucoup la Haute-Loire. Ouais. Voilà. Il a beaucoup ravagé la Haute-Loire et on a dû. Il y a le baron de Saint-Vidal qui a dû et la Ligue catholique qui n'ont pas réussi à le virer et qui l'ont payé 3000 écus d'or pour qu'il arrête de saccager au moins les environs, quoi. D'accord, donc Oui. c'était un personnage réel. Oui. Mais pareil, voilà, remodelé un peu à votre sauce Oui, pour les besoins de la fiction. c'est ça. Enfin, remodelé qu'au niveau des dates, parce que Oui. je pense que le tempérament qu'on C'était lui le donne même. dans le Ouais. film, Ouais. un peu, voilà, on lui a donné un côté un peu malsain, cruel mais, aussi. mais Ouais. quand on voit ce qu'il a fait, je pense que on se trompe pas trop sur le personnage. Mmh. Il y avait également le baron des Adrets à l'époque qui était assez cruel dans ses pratiques pour Ouais. défendre les religions. Mais Et, c'est, ouais. donc c'est un film qui s'ancre vraiment dans cette période de conflit, donc de tension. Est-ce que c'est un peu un film à la Game of Thrones ? Ah. Tu veux, vas-y, toi. Oui et non. Bon, Game of Thrones, il y a aussi quand même ce côté fantastique. Après, c'est aussi une série. Mais c'est vrai que le thème médiéval plaît beaucoup, Alors, en comme fait- justement la série Game of Thrones, mais même pas que, même des séries comme Viking ou quoi. C'est vrai, dès qu'il y a une certaine époque, dès qu'il y a des costumes, tout de suite, ça peut plaire. Mais en fait, nous, on aime beaucoup Game of Thrones ou Ouais. des autres séries ou des films un peu comme ça, ou même là, récemment, le dernier duel de Ridley Scott ou quoi. Moi, je trouve la distance qu'on prend par rapport à ces films ou ces séries-là, c'est que nous, à chaque fois, eux, c'est... Je trouve, hein, ça c'est personnel, hein, je trouve que c'est un peu lisse, peut-être un peu dans les personnages où les femmes ont toujours des cheveux très très longs, bien coiffés, les hommes ils ont toujours une dentition carrée, alors pourquoi pas, mais je trouve qu'il y a un côté très américain que nous on va essayer de peut-être se détacher par moments, un peu plus sale peut-être, mais aussi dans les couleurs. Le Moyen-Âge paraît beaucoup sombre, très sombre dans ces films, notamment avec le filtre bleu de Ridley Scott, tout ça qui ressort tout le temps, alors que c'était quand même une époque où il y avait beaucoup de couleurs. D'ailleurs, on le voit dans les fêtes de Renaissance du Roi de l'Oiseau, dès qu'on n'a pas ce filtre un peu cinéma américain, et nous, on n'a pas envie de faire une croix sur les couleurs, les costumes. Donc on risque de... Visuellement, peut-être, je pense qu'il y aura un décalage par rapport à ces séries-là, à cet endroit-là, mais au niveau de l'épique, on s'en inspire quand même beaucoup, oui. Oui, on s'en inspire. Oui. Quelque part, ça se rapprochait peut-être un peu plus de la réalité. Vous dites plus sale, mais peut-être aussi moins cosmétique, moins américain, moins hollywoodien et plus réel par rapport à ce que c'était à l'époque. C'est ça, Oui, ouais. c'est ça. On essaie de faire ça, ouais. On va essayer de garder l'intensité, la tension qu'il y a dans ces séries-là, mais en essayant de ne pas faire un copier-coller de l'ambiance, Voilà. parce que on n'est pas les mêmes personnes qui aux commandes, donc on va essayer de... Voilà. Et c'est vrai que l'époque médiévale, parfois, elle est un peu vue, et notamment de par le cinéma, comme une époque sombre, alors que les édifices religieux, notamment à l'époque, toutes les églises romanes qu'on voit aujourd'hui, elles ont perdu leur couleur, mais elles étaient très très colorées à l'époque. On avait beaucoup de pigmentation, du rouge, du vert, du bleu. C'était pas du tout des monuments austères qui le sont devenus avec le temps, parce que ils ont tout simplement perdu leur pigmentation de ça. construction. Même à Saint-Vidal, quand ils ont gratté sur le mur, qu'on a vu qu'en dessous il y avait des fresques peintes, tout ça, voilà, on s'est dit qu'il y avait un goût quand même... on voulait pas vivre dans le sombre et dans le glauque tout le temps, quoi. Donc voilà. Le personnage central de votre film, c'est une femme. Donc c'est Françoise de Brézé, donc c'est la fille de Diane de Poitiers. Donc Diane de Poitiers qui a vraiment eu une fille qui s'est appelée Françoise de Brézé, qui a vraiment existé. Ouais. Pourquoi avoir fait ce choix ? Est-ce que c'est de la cohérence historique ou est-ce que c'est un choix qui s'ancre un peu dans le mouvement féministe actuel ? Alors pourquoi avoir fait ce choix ? Déjà, il ne faut pas oublier que du coup, moi, avec Titouan, on a fait l'école des cours Florent, donc qui est une formation d'acteur. Du coup, de base, on est acteur, on aime ça, jouer. Et du coup, quand on a fait les recherches pour bien nourrir le scénario, ça a été dit que quand le château d'Arlande est tombé, Diane de Poitiers, quand elle en a été informée, elle n'était pas sur place et elle aurait envoyé sa fille, Françoise de Brézé, aller récupérer le château. Encore une fois, ils n'en sont pas sûrs. Mais nous, pour les besoins du film, on a pris parti pris de cette version. Pourquoi ? Parce que
oui, on est les réalisateurs de ce film, mais on va aussi se faire jouer. Et du coup, pour moi, c'était aussi un rôle parfait en tant qu'actrice à jouer. Voilà, oui, c'est un rôle qui te plaisait de jouer. Voilà. Alors, on sera 4 à la réalisation du coup, parce qu'on ne peut pas réaliser et jouer en même temps à certains moments. Donc, il faut le dire, hein, il y aura Paloma Tino et Marcos Quintans qui seront avec nous pour réaliser. Mais non, nous en fait, on est vraiment en dehors de tout ça. On réfléchit pas on a choisi cette femme parce qu'on a sauté sur l'occasion qu'il y avait une possibilité qu'elle ait eu un rôle important là-dedans, même si on n'en est même pas sûr en vrai. Mais on essaye de pas trop rentrer là-dedans dans les trucs féministes ou quoi. Si c'est le cas, c'est inconscient. S'il y en a certains qui ça leur plaît, ben super. Mais nous, c'était pas l'idée principale. Voilà. Puis on est un peu mal à l'aise avec l'idée aussi d'utiliser un personnage qui a vraiment existé dans des idées modernes ou moins modernes. En fait, on ne sait pas si Françoise à l'époque aurait été féministe ou pas. Et on n'a pas à parler à sa place, donc on prend pas de risque avec ça, quoi. Donc ça nous regarde pas vraiment. Ouais. Est-ce que c'est un effort à faire pour aller vers des personnages féminins intéressants ? Est-ce que ce soit dans le théâtre, le cinéma, est-ce que quelque part, quand on est un garçon, c'est plus facile d'avoir des rôles intéressants à jouer ? Il y a peut-être moyen. Peut-être une question pour vous, Marina. Ouais, je dirais surtout, après c'est mon avis, mais je dirais surtout dans le cinéma français, du moins. Après, le cinéma américain, hollywoodien, en tant qu'actrice, il y a quand même plus de portes ouvertes. Mais c'est vrai que dans le cinéma français, moi, je trouve que oui, il y a moins de choix quand même. C'est pour ça aussi qu'avec Titouan, on a préféré, au-delà d'être acteur, réaliser nos propres films. Parce que aussi on a la possibilité de distribuer nos rôles et en fait de se faire plaisir. Ouais, c'est peut-être plus intéressant maintenant pour qu'il y ait du jeu pour l'époque, parce qu'en fait, en soi, si on fouille bien, il y avait des femmes fortes au Moyen-Âge, il y en avait un paquet. Hein. Oui. Catherine de Médicis, Marie Stuart, on peut en citer, on peut en situer 15. Jeanne d'Arc. Aliénor d'Aquitaine. Voilà, Jeanne d'Arc, on n'est pas à l'abri de faire un film sur elle un jour, on aimerait bien. Mais Aliénor d'Aquitaine, il y a plein de femmes fortes qui ont dirigé ce pays et d'autres, et qui ont qui ont influencé l'histoire de manière notable, et qui avaient plus de pouvoir que beaucoup d'hommes de la basse classe. Et donc en fait, si on veut faire des films sur des personnages féminins, franchement, il y en a à l'appel. Et c'est juste un choix de réalisation, ça, après... Voilà, c'est complètement un choix, et même si Françoise de Brézé, on n'en est pas totalement sûr, nous, notre but, c'était aussi de raconter la petite histoire dans la grande, et d'en faire quelque chose de beau aussi. Ouais. Rappelons aussi à nos auditeurs qu'au niveau de l'histoire française, on a la loi salique, qui arrive au XIVe siècle, qui empêche les femmes d'accéder au trône. Et contrairement à nos voisins anglais, on aurait pu, nous aussi, avoir des reines. Parce qu'à des moments, ça aurait pu être des femmes. Mais cette loi salique, elle empêchera pendant 400 ans les femmes d'accéder au trône. C'est pour ça qu'on n'a pas de reine dans l'histoire de grosses, France. Et c'est pour ça que souvent, les femmes qui ont eu un peu de pouvoir étaient reléguées à un deuxième rang. Voilà, parce que c'était l'héritier mâle qui primait sur elle, en fait. C'est ça, elle travaillait un peu dans l'ombre, quoi, on va dire. Ouais. C'est ça. Celle qui se détache le plus, c'est peut-être Catherine de Médicis, parce que ça a été la régente. Oui. La régente du royaume. Oui. C'est vrai que Catherine de Médicis, il y a quelque chose à faire aussi. Oui. Ça, c'est sûr. Très intéressant. Elles étaient d'ailleurs, elles se sont côtoyées avec Diane de Poitiers. Ah oui. Oui. Puisque c'était la maîtresse de son mari. Dans quel terme je vais pas savoir un peu comment elles devaient s'apprécier ou pas, mais oui, elles se sont côtoyées, ça c'est sûr. Elles se sont côtoyées, et puis on sait aussi par des échanges de lettres qu'elles ont... Catherine Médicis a demandé conseil à Diane de Poitiers. Elle ne se détestait pas, contrairement aux idées reçues. D'accord. De toute façon, c'était un peu le jeu des rois. Bon, de toute façon, les maîtresses, voilà. Henri II, il est dans votre film ou pas ? Non. Pas du tout. Non. On n'est pas sous le règne de Henri II. En plus, nous, on est juste avant 1541. C'est encore François Ier. Oui. Mais on est sur la fin de François Ier quand même. Mais non, il n'y est pas encore... Ah oui, parce que vous avez redaté, c'est ça. C'est ça, oui, on a redaté. Oui. On a redaté un peu plus tôt que prévu. Même si Françoise de Brézé et Diane de Poitiers étaient déjà influentes à ce moment-là. Mais Henri II n'était pas encore roi. Il y avait encore François Ier,
Pourquoi, selon vous, Arlande suscite autant d'intérêt pour le théâtre et le cinéma ? Je rappelle que pendant plus de 20 ans, un festival de théâtre s'est tenu là-bas chaque mois de juillet pendant 3 semaines. Il y a des troupes très importantes qui sont venues jouer dans ce château en plein air. Il a déjà été aussi sollicité par des reportages, par des courts-métrages. Pourquoi est-ce que, parce qu'il y en a d'autres des châteaux en Haute-Loire, pourquoi ce village en particulier inspire la création théâtrale et cinématographique ? Déjà, moi, je pense tout simplement par la beauté et la magie de ce château, en fait. Quand on est tout là-haut, on a l'impression d'être dans les nuages. Enfin, ce château, il a un aspect magique comparé aux autres châteaux, et sa force, c'est qu'il soit aussi implanté tout en haut de ce rocher, en fait. Et en fait, on a envie de raconter des histoires, on a envie de... C'est clair. Quand on est dans cette cour d'armes du château et qu'on se penche et qu'on voit la vallée de la Loire, tout ça, je crois qu'on a tous envie de se raconter une histoire, chacun la sienne. On a tous envie d'être quelqu'un d'autre et ça donne envie de faire de raconter des histoires dessus. Donc il y en a c'est le théâtre, il y en a c'est la télé, le court-métrage, ou peu importe. Je pense qu'on a... à ce moment-là, on perd tous notre identité quand on est dans Arlande et on a envie d'en avoir une autre. C'est une parenthèse et quand on redescend, on redevient nous-mêmes. Mais à Arlande, en tout cas, nous, c'est ce que ça nous a fait. Parce que pourtant, on en a vu d'autres châteaux. On aime beaucoup ça, on en a visité pas mal. Surtout à Bordeaux, en Aquitaine, il y en a à Pagaille aussi. Qui devait être d'ailleurs mieux conservé que le bien sûr, parce que Arlande est en ruine. Mais même s'il est en ruine, c'est ça qui est fou, c'est que tout de suite... c'est le cadre, il y a un côté très puissant et c'est presque touchant. J'ai des endroits, ça m'a fait un peu des frissons de me dire, putain, c'est d'imaginer la vie qu'il y avait là. Tout là-haut. Et de laisser ça comme ça et de se le garder pour soi, je trouve ça dommage. Enfin, on a trouvé ça dommage et on s'est dit, au lieu de le garder pour nous, remettons de la vie là-dedans dans un film pour immortaliser ça. Il appartient à qui ce château aujourd'hui ? À la famille de Goïs. C'est une association qui le gère et je crois que l'association est présidée par l'une des descendantes de la famille de Goïs justement. Qui gérait le château à l'époque en fait. D'ailleurs le personnage il y a Jean de Goïs est représenté à l'écran, c'était l'un des personnages de cette famille mais si je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle préside l'association qui le gère, mais je veux pas dire de bêtises, donc voilà. Donc c'est une propriété privée, ça n'appartient pas à l'État. Non, je crois pas, ça appartient à l'association qui le gère. Vous dites dans votre présentation écrite, je vous ai lu, que vous regrettez que l'histoire des régions ne soit pas suffisamment traitée dans le cinéma français. Est-ce que ces thèmes ne sont pas suffisamment traités parce qu'ils ne sont pas assez rentables ? Alors, très bonne question. Oui, c'est une très bonne question. C'est marrant qu'on se la pose une fois qu'on s'est lancé. C'est, à mon avis, je pense qu'il y a une part de ça, c'est que s'il y en a qui se lancent pas là-dedans, c'est peut-être parce qu'il y a une prise de risque. Il y a aussi beaucoup de producteurs ou quoi qui ne les connaissent pas, ces histoires de région aussi. Donc un producteur parisien, il connaît pas l'histoire des régions qui sont un peu reculées, comme la Haute-Loire ou quoi. Et c'est dommage parce qu'en fait, même lui, il passe à côté de ça. Et puis, on est un peu en ce moment, il y a de plus en plus, c'est pas le fast-food du cinéma ou de l'audiovisuel, mais presque, on essaie d'aller vite. On essaie d'enchaîner de plus en plus de comédies ou de trucs un peu faciles et rapides à produire. Alors que c'est vrai qu'un film historique, ça prend du temps. C'est plus coûteux en termes de financement. Ouais, encore, on peut s'en sortir. Encore, oui. C'est surtout que ça prend du temps et on est dans un monde où on veut aller vite. On veut faire des choses où on est à peu près sûr du résultat. Alors que pourtant, des films... nous, on travaille avec Sofa VOD, qui nous ont par exemple expliqué que sur leur plateforme de streaming, dès qu'un film historique ou en costume sortait, c'était le film qui marchait le mieux. Donc c'est quand même un univers qui plaît en fait aux gens. Ça attire vraiment du monde. Mais on a pu voir avec les séries Game of Thrones ou quoi. Voilà. Dès qu'il y a des costumes qui s'en mêlent... Donc, voilà. Moi, je pense qu'ils sont rentables. C'est juste que, en tout cas, le cinéma français ne s'y intéresse pas. Oui, c'est un manque d'intérêt, tout simplement. Voilà. Je pense que c'est un manque d'intérêt et de connaissances dessus, quoi. C'est parisiano-centré, le cinéma en France, ou pas ?
Oui, quand même. Moi, je trouve. Moi, franchement, je trouve. Hein, Oui. C'est ce qu'on a vu, même nous, quand on était on était au cours Florent à Bordeaux. Alors, on est monté plusieurs fois à Paris. Je suis allé aussi au cours Florent à Paris pour y passer des auditions, mais on a l'impression de voir la même chose. Et c'est un peu du. Alors, il en faut de ce cinéma-là. C'est très sûr. bien qu'il y en ait. Mais il y a beaucoup de cinéma du quotidien, des films du quotidien. Et qu'il y en ait, c'est une chose, mais qui est que ça, c'en est une autre. Donc nous on trouve ça un peu dommage, ce manque de diversité qu'il y a pu avoir avant, hein, mais on nous répète tout le temps qu'il faut vivre avec son temps. Et donc quand on nous dit oui mais il y a des films sur Jeanne d'Arc, tout ça il y en a eu mais il y a 20 ans, nous on a envie de dire oui mais vivre avec son temps, du coup c'est qu'il faudrait refaire des films historiques maintenant et pas se reposer sur ce qui a déjà été fait. Et là typiquement on trouve effectivement c'est très... Voilà, c'est comme une petite secte en fait, c'est un peu des groupes qui sont déjà faits, quoi, le cinéma français. Donc on a l'impression que pour pas gratter l'amitié toute sa vie, il faut essayer aussi de se lancer de son côté. Une histoire locale alors peut-être sous-estimée en termes de potentiel cinématographique. Ah bah là oui. Oui. Vu ce qu'on a écrit, vous verrez. Oui. Quand le film sortira, on a bien taffé, hein, plus d'1 an sur le scénario, on était 3 à l'écrire avec Théva Albert, et il y a des choses à dire, hein. Franchement, nous on a les 1h40, le film va durer 1h30, 1h40, on les a atteints mais très très facilement en écrivant parce qu'on a plein de choses à dire en fait. Et l'histoire est riche, que ce soit en rebondissement, on peut faire plein de choses avec. Il y a un petit côté policier parce qu'on voilà, je veux pas trop en dire, mais mais il y a énormément de choses à faire. Il y a une richesse de scénarios et d'histoires à raconter, des paysages à mettre en valeur et surtout des scènes épiques à faire. En fait, du spectacle. Ouais. Pour nous, le cinéma, on aime le spectacle en fait. Pour nous, le cinéma, c'est du spectacle. Quand on va au cinéma, c'est pas pour voir un film du quotidien, ou alors même si le scénario il nous plaît, on va se dire bon ben on va attendre qu'il sorte à la télé. Moi, si je paye ma place pour aller au cinéma, c'est pour voir du spectacle, c'est pour rentrer dans une époque où, enfin voilà, et nous c'est ce qu'on aime, et c'est pour ça aussi qu'on veut se lancer là-dedans. Ouais. Et encore plus. Alors là, on est dans la Haute-Loire, mais même si on parle pas que du médiéval, enfin toutes ces petites histoires. Même il y a eu l'Auberge de Pays Rebelle, il y a eu deux films là-dessus, l'Auberge Rouge. Enfin, c'est des petites histoires qu'il y a dans les petites campagnes, et en fait ça fait un peu penser à des contes au chaperon rouge, enfin très intéressant, et enfin il y a tellement de choses à raconter que... Pour en revenir sur la question que tu m'as posée, est-ce que c'est un peu pas parisien centré, enfin je sais pas comment dire. Parisiano-centré. Rien qu'avec l'exemple de l'Auberge Rouge, ça me fait penser que les acteurs ont su après que le film soit sorti que c'était une histoire vraie. Ouais. C'est-à-dire qu'ils s'étaient même pas intéressés en tant qu'acteurs. Enfin, je veux pas dénigrer, hein, en plus j'adore les acteurs qui jouent dans ce film, mais c'est qu'il y a un manque d'intérêt, il y a un peu de la va-vite. Et même nous, hein, à titre personnel, on connaît l'histoire du château d'Arlande, mais même l'histoire de la Haute-Loire, il y en a plein qu'on ne connaît pas. Il y a d'autres régions à côté, l'Ardèche, tout ça, il y a plein de petites histoires qu'on ne connaît pas encore et qui attendent que ça d'être retranscrites sur grand écran ou sur d'autres écrans, mais d'être racontées, quoi. Donc, salutations à Jérôme Closon, propriétaire de l'Auberge de Perbeil, qui nous a reçus il y a quelques mois pour nous dédier, nous faire une émission sur l'Auberge de Perbeil. Effectivement, oui, il a exprimé clairement son regret sur le fait que déjà aucun membre de l'équipe ne s'est déplacé sur les lieux. Oui, il y a ça aussi. On a appris ça. Oui. Et effectivement, certains acteurs ont appris, même en direct, je crois, par le journaliste en direct, c'est dans une émission, que c'était une histoire vraie. C'est craignos quand même. Et, moi, je trouve. C'était un peu son regret, voilà. Ah oui, c'est dommage. Qu'on ait exploité l'histoire sans étudier au préalable l'histoire avant, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est là où pour revenir à l'exemple, par exemple, de Game of Thrones, c'est super, tout ça, mais c'est quand même une histoire inventée et c'est très épique. Mais nous, on se dit, il y a eu des histoires, il y a eu des faits réels en France qui sont tout autant épiques et pas besoin de rajouter un dragon ou quoi que ce soit. Enfin, il y a eu des choses complètement épiques et il faut les raconter. Voilà, c'est vrai que oui. Notamment les plus jeunes, notre génération, parce que nous on a 23 ans, il y en a pour qui le Moyen-Âge, ça paraît has-been, on s'ennuie. Alors que franchement, il y a eu des trucs de folie qui ont été faits à l'époque, qui à l'écran, ce serait dingue en fait de le raconter. Et on va essayer de s'y atteler nous, mais voilà. Ce serait bien qu'il y ait une mouvance qui se lance un peu. Là, les 3 Mousquetaires sont sortis il y a pas longtemps, mais c'est pareil,
Ça a été fait plein de fois. Oui. Et on est encore dans la grande histoire, mais on n'est pas encore dans la petite histoire de la petite histoire dans la grande. Donc, mais peut-être qu'il y a aussi un truc à faire, hein, mine de rien. C'est aussi une porte à ouvrir. Donc, bon, voilà. Merci Titouan et Marina d'être venus. Merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir reçus. Je crois que vous procédez à une cagnotte en ligne, c'est ça, pour le financement de votre film. Oui. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Où est-ce qu'on peut aller pour vous aider? Alors, elle est sur le site de ProArty, donc c'est une collecte de mécénat donc, qui ouvre à une défiscalisation et à des contreparties suivant le montant du don. Ça peut être une journée de tournage, une journée pour découvrir le tournage avec nous, une diffusion privée, une place à une avant-première. Et donc ça s'ouvre beaucoup sur des grosses entreprises qui veulent être mécènes du film, être défiscalisées, mais ça s'ouvre aussi sur les particuliers. Et tous les dons sont intéressants pour nous, de toute façon. Et donc c'est sur le site ProArty qui ont l'habitude de financer des films, notamment des films qui vont à Cannes, hein, donc des gros films. Et on a été rencardé sur cette plateforme par Gilles Gravelot. J'en profite pour le caler. Gilles Gravelot, qui est un acteur de la série Kaamelott, qui jouera un petit rôle dans notre film. Voilà. Donc on est très fiers qu'il joue avec nous et qu'il soit à l'affiche de notre film. Donc voilà. Donc sur ProArty, il y a moyen de nous aider, ouais. ProArty, donc PRO, on tape PRO. Oui. PRO-ARTI, comme ça se Voilà. prononce, attaché, et ensuite dessus vous tapez Arland. Enfin voilà, il suffit de l'écrire et vous verrez notre collecte. Et dessus, l'avantage c'est qu'il y a plein de photos. Il y a même les photos et les biographies de l'équipe technique du film, parce qu'on n'en parle pas là, parce que c'est nous deux qu'on interviewe, mais on est plein dessus à l'équipe technique. Ils sont entre 15 et 20. Donc on va être beaucoup à travailler dessus et tout le monde est aussi important que les autres. Et ils sont mis un peu en valeur sur la page et on explique aussi le film grosso modo dans les grandes lignes, quoi, le projet. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Vous y êtes dessus ou c'est encore précoce? Alors sur Instagram, au nom de Labris Studio, ou sur notre biographie, on a partagé notre collecte ProArty. Oui, Labris Studio, LABRYS, plus loin, voilà. Studio. Plus loin singulier. studio, C'est et, ça. ou tiré du bas, je sais plus, mais sur Insta vous trouverez facilement. Et notre logo c'est une double H avec des roses. Voilà. Et on explique dans une publication pourquoi c'est le logo de notre société d'ailleurs. Donc voilà. Et enfin, le film sortira quand? Quand est-ce qu'on pourra le voir? On sait quand est-ce qu'il se tourne. Voilà. Du 13 octobre au 6 novembre. On sait où aussi, tout ça. Mais en revanche, on n'a pas encore de date de distribution encore précise. Surtout que nous, on espère le faire vivre dans plusieurs festivals, dans des concours. Et ensuite, on essaie aussi de le faire vivre dans les salles de cinéma. On a eu quelques distributeurs au téléphone qu'on a pu voir, qui sont prêts et qui sont partants, qui sont chauds même de regarder une première version de notre film pour voir s'ils nous l'achètent ou pas. Mais on n'a pas un calendrier précis de sa sortie, mais je pense pas avant l'été prochain, donc d'ici 1 an, quoi. Voilà. Après, il y aura sans doute des séances privées, comme on l'avait fait pour Brave d'ailleurs. Oui. Brave, on l'avait diffusé à l'UGC à Bordeaux et au cinéma de Langogne, même à la salle des fêtes de Saint-Paul aussi. Oui. Et donc il y aura peut-être des séances privées en amont, mais pareil sur Instagram, on va vite communiquer, quoi. Labris Studio sur Instagram, chers auditeurs. Merci à vous deux d'être venus. C'est super de vous avoir reçus. On vous souhaite bon vent. On dit merde au théâtre. On prend. Voilà, parce que si on dit les deux mots qui vont pas, ça porte malheur. Voilà. Voilà. Donc moi je vous souhaite bonne route et on espère vous revoir à l'affiche au cinéma. Au cinéma de Carrément. Haute-Loire. On espère que ça va bien tourner et on communiquera bien là-dessus. Oui. Puis Sofa VOD va bien nous aider aussi, il se charge de la com. Donc. Chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous pour cette chronique hebdomadaire. N'oubliez pas le film Arland, restez connectés sur les réseaux. Suivez l'aventure de Titouan et de Marina. Je suis sûr qu'on entendra parler très bientôt dans la presse. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre chronique Altistoria. Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM 43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org.